Aussi ce travail de collecte et d'archivage et de communication des archives numériques. Et on a, à partir d'avril 2024, on a reçu donc Andrea Pierron qui interviendra juste après moi, qui est aujourd'hui étudiante en Master 2, l'année dernière en Master 1, d'archivistique à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, et qui a eu pour mission de classer, de conditionner et d'inventorier ce fonds, le fonds d'archives Silvia Brunetti. Deux photos pour vous montrer les archives dans l'atelier d'Avignon, donc avant le déménagement d'avril 2024. Et puis voilà, je vais parler un petit peu plus rapidement de la manière dont se passe une collecte d'archives privées. Quand il y a un don d'archives, en fait, il y a une lettre d'intention de don qui est signée par le donateur. Donc, on travaille avec le donateur en amont en fait, pour bien définir les termes de la lettre d'intention de don. Et dans le cas d'un don d'archives privées, il y a un transfert de propriété du donateur à l'institution publique qui reçoit les archives. Donc, Silvia Brunetti a été propriétaire de ces archives privées. Le CDRMF est maintenant propriétaire de ces archives. Et en retour, il y a l'envoi d'une lettre de remerciement de la part du CDRMF, du directeur du CDRMF, à la suite de la réception de cette lettre d'intention de don. Alors, qu'établit-elle Elle définit que le C2RMF prend à sa charge les frais de conservation matérielle, de classement, d'inventaire des documents CD. Et elle établit aussi les délais de communicabilité. Alors, il n'y a pas de... Enfin, ça, c'est toute la législation archivistique. André en parlera un petit peu plus après. Il y a, en fait, souvent, pour les archives privées, on se calque sur les délais de communicabilité des archives publiques. Mais on le définit avec le donateur. Enfin, en tout cas, toutes les archives ne sont pas consultables tout de suite. Il y a des délais de communicabilité qu'Andrea va détailler ensuite. Et puis, cette lettre définit également les conditions de reproduction des documents. Et pour finir, comment valoriser ces fonds d'archives privés de restaurateurs d'œuvres d'art? Il y aura, alors, les différents fonds que nous avons cités, qui sont conservés au CDRMF, vont voir leur instrument de recherche publié sur le site du CDRMF pour pouvoir facilement identifier les fonds que nous conservons et pour pouvoir facilement les consulter. Il y a des projets aussi de collecte d'archives orales en réalisant des témoignages, en réalisant des entretiens pour recueillir la parole, le témoignage des restaurateurs. Et puis, il y a un guide aussi qui a été rédigé par Andrea Pierron, qui sera bientôt publié, pour sensibiliser les restaurateurs d'œuvres d'art au don de leurs archives privées à une institution publique. Voilà, je te passe la parole, Andrea. Comme Véronique vient de vous le présenter, on a pu voir la politique de collecte du C2RMF, ce qui impliquait un don d'archives pour le donateur, ainsi que les différents formats que le C2RMF accepte, différents formats d'archives. Et donc moi je vais vous présenter plus en détail le travail que j'ai réalisé sur le fond pour le classer, l'inventorier et le rendre disponible ensuite à la communication. Sur cette première slide, on peut voir la diversité des archives de Silvia avec des échantillons, un bon de commande, un rapport de restauration, des constats d'état, un petit guide aussi de la documentation et puis d'autres de la correspondance, d'autres typologies d'archives. Donc moi ce que je voulais surtout mettre en valeur, c'était la richesse et la mixité de ce fonds d'archives qui a été un bonheur à travailler puisque je ne me suis pas ennuyée. Il était riche par sa taille et aussi par son contenu puisque comme l'a un petit peu dit Véronique, c'est une quarantaine de cartons de déménagement parce que les mètres linéaires, je ne sais pas si vous voyez tous à quoi ça correspond, une quarantaine de cartons de déménagement qui sont arrivés de Paris et d'Avignon avec des archives, des matériaux, des livres et des périodiques, et également des diapositives. Et donc on estimait, après reconditionnement, que le fonds représenterait une quinzaine de mètres linéaires, donc 15 mètres mis bout à bout. Et donc pour les archives numériques, Véronique vous en a parlé, après élimination, ça faisait à peu près 90 gigaoctets. Et on avait dans ce fond à peu près 16 000 diapositives, ce qui est un nombre assez important et qui retrace bien tout
tout le travail de Sylvia. Voilà, donc je vous ai aussi mis le slide pour vous montrer donc, à quoi ça correspond des diapositives, parce que moi, je n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait, donc j'étais très heureuse de les voir en vrai. Et donc pour les versions de déménagement dont je parlais, on les voit ici, on voit à peu près la taille, et puis après, vous voyez un peu comment je me suis organisée pour traiter ce fonds d'archives. Donc j'ai d'abord commencé par le récollement. Le récollement, c'est la prise de connaissance du fonds d'archives qui va permettre ensuite de le classer. Donc pour ce faire, j'ai ouvert tous les cartons d'archives. J'ai regardé dans chaque dossier à quoi ça correspondait. J'ai eu la chance que ce soit bien classé par Sylvia et que ce soit assez bien répertorié, donc j'ai pu avancer vite à ce niveau-là. Et donc j'ai créé un document Excel dont on voit ici un extrait avec une ligne par dossier en mettant les informations phares que je retrouvais dans les dossiers, donc notamment de quel musée ça vient, les typologies qu'il y a dans le dossier, que comptait le dossier. Et quand c'était des dossiers de restauration, comme c'est le cas ici, soit le type d'œuvre qui était traité, soit le titre, quand j'avais le titre de l'œuvre, avec l'auteur ou l'artiste. Voilà, donc ça c'était le plus gros, enfin pas le plus gros de mon travail, mais une bonne partie de mon travail. Et ça m'a permis de voir que ce fonds d'archives de Sylvia, il était daté pour les archives les plus anciennes de 1966, et pour les plus récentes jusqu'à 2022. Donc on voit qu'il y a une importante, couvre une importante période et qui contient beaucoup de typologies d'archives différentes que j'ai détaillées ici. Donc pour ce qui concerne l'activité de restauratrice pour Sylvia d'œuvres d'art, on a des devis, des mémoires techniques, des rapports d'études, des constats d'état, des rapports de restauration, de la correspondance, de la documentation photographique et de la documentation qui permettent de garder une trace de l'étude et de la restauration des œuvres et de la manière dont on le faisait au moment où Sylvia l'a fait. On a également des typologies d'archives différentes pour ce qui concerne la formation que Sylvia a reçue et qu'elle a donnée aussi, puisqu'elle a eu un rôle dans l'enseignement. Et donc on a des cours, des mémoires d'élèves, des rapports de restauration rédigés lors de stages ou de chantiers écoles, de la documentation photographique qui a été réunie lors de stages ou de chantiers écoles, ainsi que des notes manuscrites. Sylvia prenait beaucoup de notes et ça a été c'est un vrai trésor, toutes ces notes manuscrites de tout ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Et donc ces typologies d'archives-là permettent de faire l'histoire de la formation au métier de restaurateur d'œuvres d'art, de restaurateur-restauratrice d'œuvres d'art, et de montrer comment est-ce qu'au tout début, à la première formation de restauration d'œuvres d'art, on donnait cours, on faisait cours, et comment est-ce que ça a été transmis après quand Sylvia a pu faire de l'enseignement. On a également des archives qui sont relatives à son engagement associatif dans les associations professionnelles, qu'elles soient françaises ou étrangères ou internationales. On le verra plus tard, Nathalie et Sylvia le détailleront bien plus, cet aspect international de la carrière de Sylvia. Et donc dans ces archives-là, on a des typologies comme des procès-verbaux d'assemblée générale d'association, des comptes rendus de réunion, des notes manuscrites bien sûr, de la correspondance et également de la documentation produite par les associations. Et ces archives-là témoignent de la réflexion des associations professionnelles sur le statut de la profession de restaurateur, restauratrice d'œuvres d'art. Et donc, tout ça m'a permis de me diriger sereinement vers le classement. Et le classement, c'est le fait d'organiser et de catégoriser les documents dans un système d'archivage, ce qui mène à la construction d'un plan de classement. Et le plan de classement, c'est ce qui va permettre ensuite de faire l'inventaire de toutes ces archives. Donc j'ai repris mon tableau Excel, c'est la même capture d'écran qui était là avant, et je l'ai réorganisé. J'ai sorti d'abord, on voit ici qu'il y a plusieurs couleurs parce qu'en fait j'ai mis une couleur par grand thème qui ressortait des archives de Sylvia. En orange, on peut voir tout son travail de restauratrice, que ce soit d'études ou de restauration d'œuvres d'art, pour des institutions patrimoniales, donc publiques. Et en jaune, c'est plutôt son travail, mais qui concerne des collectionneurs privés. Après, il y avait d'autres couleurs pour la formation, pour son engagement associatif, pour ses outils de travail aussi, et pour
pour la documentation photographique, qu'elle soit des diapositives ou des photographies numériques. Ce qui a mené à la construction d'un plan de classement, c'est écrit un peu petit, mais c'est pour montrer le détail. En fait, on voit des grandes parties. Donc là, tout en haut, on a formation, enseignement et interprétariat, et avec des sous-parties, formation initiale, formation continue, enseignement, interprétariat. Et après, on déroule, là par exemple, on a études et restauration d'œuvres d'art, études, institutions patrimoniales, toutes les institutions patrimoniales pour lesquelles Sylvie a fait des études, les collectionneurs privés, et ainsi de suite pour la restauration. Et donc, tout apparaît, et tous les dossiers qui étaient dans mes cartons de déménagement devaient rentrer dans mon plan de classement, à un endroit. Donc ça, c'est la suite. Voilà. Il est très détaillé, mais c'était pour me permettre de m'y retrouver. Et donc, à la fin, on voit son travail avec les associations et le nombre très important d'associations avec lesquelles elle a pu avoir contact ou faire partie, adhérer. Également, une part très importante de son travail avec le bouclier bleu, et puis les outils de travail et la documentation iconographique. Et donc, une fois ce plan de classement validé par Marine Zelbert et Marianne Sego, j'ai pu reprendre mon tableau Excel et replacer chaque dossier en reprenant les titres. Là, ici, en orange, on voit les titres des études que j'ai mis dans mon plan de classement avec le détail et le dossier qui devait rentrer à cet endroit du plan de classement. Et comme ça, j'ai pu faire mon reconditionnement, ma cotation et mon inventaire en prenant dossier par dossier dans le bon ordre, sans m'éparpiller. Et donc, je vais commencer par le reconditionnement et la cotation. Le reconditionnement, c'est le fait de conditionner les dossiers pour qu'ils puissent être conservés dans les meilleures conditions, avec du matériel de conservation neutre, des chemises, des boîtes, des pochettes, etc. Et ce matériel de conservation, il est adapté pour les différents formats. Ici, on voit des grandes boîtes, des chemises pour des feuilles A4, on a des chemises aussi pour des feuilles A5, des chemises spéciales pour les photos, etc. etc. Des classeurs pour les diapositives. Ce matériel de reconditionnement, il permet une conservation optimale des archives en les protégeant contre le feu, l'eau, la poussière, les insectes et la lumière. Et donc sur ces deux photos, on peut voir là du matériel de reconditionnement avec un dossier reconditionné au-dessus et à gauche un dossier pas encore reconditionné. Et là, toutes mes boîtes alignées qui concernaient la formation de Sylvia, enfin la partie formation qu'on a vue tout à l'heure, et chacune cotée avec des étiquettes. Et donc pour la cotation, pour les fonds privés conservés au C2RMF, on donne le nom du donateur à la cotation. Donc pour les archives de Sylvia Brunetti, la cotation commence toujours par Brunetti, underscore, et le numéro du dossier, allant de 1 jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et donc j'ai pu passer dans le même temps, je reconditionnais un dossier et je l'inventoriais. Et donc l'inventaire, c'est ce qu'on appelle rédiger un instrument de recherche, un archivistique. L'instrument de recherche, c'est un outil qui va permettre à la future personne qui va vouloir consulter les archives de pouvoir se retrouver dans le fond, de faire une recherche qui soit simple et facile, puisqu'on aura suivi le plan de classement, il y aura une cohérence et ce sera facile, ce sera intelligible pour quelqu'un qui n'a pas mis son nez dans les archives avant. Ça se présente comme ça. À gauche, vous voyez la page de garde, pardon, avec son titre. Et sur les deux autres encarts, c'est les deux premières pages de l'introduction qui permettent à quelqu'un qui s'intéresse à un restaurateur ou une restauratrice d'art de savoir ce qu'il va trouver dans cet inventaire, donc ce qu'il va trouver dans le fond. On a les références, donc avec les codes. On a les dates extrêmes, le nom de la productrice, les conditions d'accès, donc ce qui va concerner la communication, il y a des de communicabilité. Également un historique de Sylvia pour retracer un peu sa vie, une petite biographie, pardon. Et puis une présentation du contenu, c'est surtout ça qui est important. Sur la dernière page, on a également des références bibliographiques et donc écrites par Sylvia et
un petit peu au-dessus, les sources complémentaires si on veut ouvrir la recherche pour, par exemple, le fonds de l'IFROA qui est conservé aux archives nationales, ou le fonds de l'INP conservé également aux archives nationales, sur les périodes qui concernent le fonds de Sylvia. Sur les deux autres encarts, vous voyez à quoi ça ressemble un inventaire d'archives. Et donc on peut retrouver les différents niveaux qu'on a vus dans le plan de classement. Ici c'est le premier niveau, formation, enseignement, interprétariat. Formation initiale, jusqu'ici, formation continue. Et après on déroule par dossier et sous-dossier, avec à chaque fois la description qui suit la norme ISAG, qui est en fait une norme internationale que suivent les archives françaises pour décrire au mieux, sans trop de répétition, les dossiers, avec un titre, la période d'archives, et en dessous, les différentes typologies qu'il y a dans le dossier. Donc ici, par exemple, c'est le dossier qui concerne le DEUG que Sylvia a suivi en histoire de l'art. Il va de 1973 à 1975 et il contient des notes manuscrites, des carnets de notes, des cours et de la documentation. Et donc, ça permet de savoir à quoi s'attendre. On a également des lignes supplémentaires qui permettent de savoir si le dossier est communicable ou pas. Ici, on voit que le dossier n'est pas communicable avant 50 ans. Donc, il sera communicable en 2050. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à ce dossier-là en particulier, pour le moment. Donc, pour rédiger mon inventaire, mon instrument de recherche, j'ai utilisé le modèle SOSI, qui est utilisé aussi aux archives nationales, donc, qui ressemble à ça. C'est un fichier de traitement de texte avec des styles qu'il faut choisir et qui permettent de faire apparaître directement les choses comme ça. Je ne me suis pas amusée à surligner en orange, en jaune, en bleu. Ça apparaît directement comme ça. Donc c'est assez simple d'utilisation. C'est très simple de prise en main aussi. Et voilà. Moi, je vais vous parler un petit peu de la communication. Je vous ai mis un tableau des délais de communicabilité des archives publiques. Comme l'a dit Véronique, pour les archives privées, on se compte surtout sur les archives publiques parce qu'il n'y a pas de texte législatif qui légifère sur les archives privées. Et donc, nous, les encarts qui nous intéressent pour les archives de Sylvia Brunetti, c'est 25 et 50 ans, notamment le secret commercial. Donc, par exemple, un devis que Sylvia a émis en 1985, je vais pouvoir y avoir accès maintenant puisque les 25 ans sont passés. Par contre, un devis qu'elle a émis en 2015, à la fin de sa carrière, j'y aurai accès qu'en 2040. Parce qu'il faut respecter ce secret commercial. Pour les 50 ans, ça va plutôt trait à la sûreté publique et à la sûreté des collections. Donc par exemple, les images que Sylvia a prises dans le cadre de sa carrière des réserves de musées, elles ne seront pas communicables tout de suite. Si par exemple elle les a prises en 2002, ce sera communicable qu'en 2052 pour permettre de garantir la sécurité des œuvres et des institutions publiques qui les conservent. Voilà. Ces délais de communicabilité, donc on a dit qu'on se fondait surtout sur ceux des archives publiques, mais comme c'est une donation d'archives privées, le donateur, comme l'a dit Véronique, le donateur peut dire « Non, moi je voudrais qu'on mette plutôt 50 ans sur mes devis et mes mémoires pour respecter le secret commercial », c'est lui qui peut choisir. Donc il y a quand même un petit possibilité de changement. Et c'est défini du coup dans la lettre d'intention de don avant le versement d'archives. Véronique vous a un petit peu parlé de la valorisation des archives, puisque c'est aussi une des missions de l'archiviste, de valoriser les archives, qu'elles ne restent pas enfermées dans un placard et que personne ne les regarde jamais. La communication, ça en fait partie. Légalement, on est obligé de communiquer des archives à un public. On n'a pas le droit de les garder et de ne pas les montrer. On a ces délais de communication pour certaines, mais la majorité, ça doit être communicable et ça doit pouvoir être consulté par un public. Donc c'est aussi un pan de la valorisation. Sans communication, il n'y a pas ou peu de valorisation, puisque tout ce dont Véronique vous a parlé, ça ne peut pas avoir lieu si on ne peut pas avoir accès aux archives.
Voilà, et donc j'ai terminé pour ma partie, et Nathalie et Sylvia vont vous présenter l'aspect international de la carrière de Sylvia, qui est très important et qu'il faut mettre en lumière. Merci Andrea. Merci alors. C'est pas fini, voilà. Bien, c'est un plaisir d'être ici, en présence de Sylvia Brunetti, pour évoquer avec elle certains pans de son activité de restauratrice d'art graphique, ainsi que les liens qu'elle a su tisser autour d'elle. Donc je voudrais dire tout d'abord que Sylvia n'a jamais cessé de se former, de progresser. Peu après avoir été diplômée en 1977 de ce que l'on appelait alors la maîtrise de sciences et techniques, c'est-à-dire la MST. Rappelons qu'il s'agit à l'époque donc de la première promotion de cette formation universitaire dédiée à la restauration des œuvres. D'ailleurs, quelques années avant la mise en place de l'Institut français de restauration des œuvres d'art, l'IFROA, Sylvia décide de partir pour l'Italie. Alors, ça va être des années absolument décisives. Elle part pour Rome, elle part pour Florence, et elle effectue des stages. Elle est boursière. Elle se rend à l'Institut de pathologie du livre, à l'Istituto Centrale del Restauro, l'ICR, et à l'ICROM, où elle fréquente avec beaucoup d'assiduité la bibliothèque. Par la suite, de retour à Paris en 1980, sa passion pour l'étude des matériaux l'amène à réaliser un DEA en technologie de l'art à la Sorbonne. Et en 2000, elle enrichit son parcours avec l'obtention d'un nouveau diplôme, le DESS de conservation préventive, tout en étant un membre actif de nombreuses associations et groupes de travail. Alors pour terminer ce bref panorama, il faut rappeler que Sylvia a commencé sa carrière de restauratrice d'art graphique auprès du service de restauration des musées nationaux avec Ségolène Bergeon, puis des musées de province qui étaient alors les musées classés et contrôlés avec France Dijoux. Elle travaille alors régulièrement à la petite écurie du roi à Versailles, et on a essayé de faire quelques statistiques. En 45 ans, Sylvia, tu as travaillé au moins pour une centaine d'institutions. Dès le début de son activité, Sylvia est connectée avec le monde, participant à des colloques qui l'amènent à visiter de très nombreux ateliers de restauration, ce qui lui donne l'occasion de tisser un véritable réseau de relations internationales. Et là, je vais te laisser compléter. Je crois que tu voulais dire quelques mots de Marie-Christine Huginet à l'ICROM. Donc, prends la parole. Voilà. Alors, Marie-Christine est une bibliothécaire française qui travaille à Rome à l'ICROM. Et donc, ma formation était soit à l'Institut de pathologie, soit au Restauro le matin. Et l'après-midi, j'allais en effet à la bibliothèque. Et c'était un contact direct qui m'a permis de rester informée aussi à l'époque où il n'y avait pas encore les ordinateurs. Et donc, ça, c'était assez précieux. Et puis, je dois remercier aussi Nathalie Le Dantec, qui est restauratrice de peinture à la base, qui a été à un moment donné mon assistante et qui maintenant s'occupe de la formation permanente, ce qui a permis, par le fait d'être en contact, de lui conseiller des formations à faire. Et souvent, c'était des personnes qu'on me recommandait à l'étranger, donc je lui proposais de faire venir ces personnes. J'en profitais pour les traduire. Et donc, ça permettait d'avoir un lien au niveau international. Restons-en à ses premiers centres d'intérêt. Sylvia est passionnée très tôt par la question de la qualité des matériaux de conservation, à savoir les papiers, les cartons et les adhésifs. Et dans son parcours, elle a eu la chance de rencontrer des personnalités d'exception, dont vous voyez les visages à l'écran. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais on a parlé encore hier, Sylvia, de
Stuart Welch, du professeur Masuda qui enseignait la restauration à Tokyo, et puis de Nao Sakamoto. À l'ICROM aussi. Et à l'ICROM, voilà, et de Nao Sakamoto, qui est le fondateur de Nao Shop. Je te laisse peut-être commenter certains apports de ces personnalités à ton parcours. Oui, alors Stuart Welch est à la base un artiste et le British Museum lui avait demandé d'étudier quels étaient les cartons pour la conservation. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Ça a été le début d'une thèse que je n'ai pas terminée. Et donc, on a beaucoup visité des moulins à papier dans les années 80 et il a réussi avec le professeur Masuda qui est à l'université de Tokyo, de définir les différents types de papier japon qu'on pouvait recevoir en Europe en mettant des numéros. Par exemple, RK signifie rouleau de Kozo avec un numéro, mais également de préciser le type de cuisson, le type de séchage, etc. Donc ça, mais également, par exemple, avec Jacques Préjoux, il a réussi à fabriquer un papier adapté pour les archives, en particulier en demandant à Christopher Clark de faire des stages sur place à son moulin. Et donc, ensemble, ils ont pu comprendre quel était le besoin et Jacques Bréjoux a fabriqué un papier adapté. Et c'est pour ça que j'ai mis cela. Bon, évidemment, je mets aussi Nicolas et Olivier qui sont Nicolas est restaurateur de peinture et Olivier d'art graphique. C'est un collègue très proche et avec on a toujours communiqué sur toutes les nouvelles possibilités. Et c'est lui qui a en particulier mis au point la boîte d'humidité, la table aspirante, etc. Tout ça grâce à Lascaux, c'est pour ça que j'ai mis le produit Lascaux en Suisse, active pour permettre par exemple le June Fonori également. Oui. Bon, voilà, je laisse ça parler. Et d'ailleurs, voilà, il y a eu des publications dans Support Tracé. À chaque fois que Sylvia, voilà, arrivait à avancer dans la recherche, avoir des précisions, bon, l'idée c'est de pouvoir communiquer auprès auprès des restaurateurs qui peuvent être intéressés. Et on a l'instrument de la revue Support Tracé pour cela. Alors Sylvia, peut-être un mot sur les matériaux asiatiques et les papiers japonais. En 1989, tu reçois un courrier de Nao Sakamoto qui t'alerte et qui te dit attention, la maison Canson. En mettant de l'ordre dans les papiers, je suis retombée sur cette feuille où en effet, il m'avait, et ça a été l'occasion d'écrire un petit article et d'avertir, c'est-à-dire que les numéros qui correspondaient, qui ont été mis au point par Masuda, Stuart et Nao, avaient un sens. Et en fait, on a pu retrouver dans certaines boutiques des noms semblables qui n'étaient pas les mêmes papiers, donc ce qui a pu porter à confusion. Je crois que c'est pour ça qu'on a cet exemple. Voilà. Donc c'était quand même très, très important. Et à cette occasion, tu as publié, donc j'ai plus exactement l'année, mais un petit article sur le choix d'achat des papiers venus d'Orient. Et d'ailleurs, tu t'étais déjà intéressé plusieurs années auparavant à cette question-là. Oui, j'avais fait un autre, voilà, mais qu'on n'a pas mis là. Donc, bref, toutes ces activités lui permettent de fréquenter un réseau de restaurateurs de référence auprès desquels il était toujours possible, par un coup de fil, d'obtenir des contacts, des précisions. Donc vous voyez le panorama donc, des collègues du Victorian Albert Museum, de Zurich, avec cet atelier privé d'Olivier Masson, Boston, T.K. McClintock, et Lorraine, exactement, l'Italie, et puis Amsterdam, le Rijksmuseum. Si tu veux parler de certains d'entre eux plus spécifiquement, je crois qu'on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps. Et puis, c'est une petite sélection parmi beaucoup d'autres je pense. Voilà, c'est ça. Et c'était toujours extrêmement facile d'obtenir des précisions. Donc, en France, on aurait aimé, on voulait aussi citer quelques amis, collègues, restaurateurs. Alors, je voulais mettre la photographie et rappeler l'activité de Maria Bohus au sein des ateliers de la petite écurie à Versailles. Maria qui avait déjà commencé à travailler au Gobelin avant, très tôt dans les années 1977, je crois, qui est une restauratrice polonaise qui n'a jamais obtenu d'ailleurs la nationalité française et avec laquelle tu as réalisé de nombreuses campagnes de restauration
sur place à Nice, au musée Chagall et au musée Matisse. Bon, il y a eu aussi Dominique Lemarois, grande personnalité, qui, dès le début des années 1970, est allé à la Villa Médicis, à Rome, et qui avait un atelier à Paris, pour lequel tu as travaillé. Et puis, on souhaitait aussi rappeler le nom de Béatrice Racine, restauratrice de papier peint, avec laquelle tu as réalisé de nombreuses campagnes de restauration, en particulier sur des grands formats. Sur les papiers peints. Et sur les papiers peints. Voilà. Donc, l'atelier de Sylvia, donc Sylvia avait 2 ateliers, on vous l'a dit, et cet atelier a été fréquenté par des restaurateurs de manière relativement continue. Donc il y avait Alan, Antonio, Rose, si tu veux un tout petit peu dire quelques mots de l'un d'entre eux. Écoutez, pour ce qui est de Alan, c'est un collègue que j'ai connu au Victoria Albert Museum qui m'a appelé un jour parce que le Louvre voulait faire restaurer ses miniatures. Il s'était adressé aux grands spécialistes de l'époque et lui, qui était trop âgé, qui a recommandé Alan. Donc il m'a appelé en disant, voilà, est-ce que je pourrais travailler à mi-temps chez toi parce que le Louvre voudrait que je restaure les miniatures, donc sur une période d'1 année à peu près. Donc ça, c'était un contact particulièrement intéressant parce que on a été à partager des nouvelles techniques, en particulier des différents systèmes de blanchiment différents, etc. Antonio est arrivé en 91, il pensait ne rester que quelques mois. On a fait beaucoup de petits chantiers, puis finalement il est resté beaucoup plus longtemps. Et je pense que ses compétences, parce qu'il a une formation scientifique, a beaucoup aidé. Et Rose, qui a suivi, et avec qui je suis toujours tous les 3 d'ailleurs en lien, elle est restauratrice en Allemagne et travaillant pour Moya Togne, qui est une collègue allemande. Et puis elle a commencé à travailler ponctuellement. Je l'ai connue à une conférence parce qu'elle présentait un travail sur des vues d'optique et j'avais justement des vues d'optique à restaurer. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et on a petit à petit, elle est venue travailler à Paris. Maintenant, elle se trouve à Londres avec sa famille et elle travaille au Museum of London. Museum of London, voilà, c'est ça. Et les ateliers de Sylvia ont toujours été des lieux extrêmement vivants. Alors ici, on vous montre une photographie de son atelier d'Avignon au pied du palais, palais des Papes et qui s'ouvre sur les jardins d'Urbain V, un grand bel atelier et dans lequel Sylvia a pu réaliser de nombreuses restaurations qui sont listées à l'écran. Et dans la partie inférieure, vous avez Peter Paul de Wart qui montre à une jeune restauratrice, Clotilde Cooper, comment réaliser un karibari, qui est un panneau de séchage japonais. Donc Peter est venu quelques jours. Plusieurs fois, oui. Enfin, également pour traiter avec moi le fond Puech, par exemple, ou voilà, comme il aimait bien venir en Provence et profiter pour passer quelques semaines à restaurer des œuvres. Et là, on voit clair l'étang, c'est un travail qui a été fait récemment parce que ces panneaux, fleurs et fruits, méritaient d'être traités. Il commençait à y avoir des... Enfin, la restauration elle-même était assez légère, mais comme elle devait voyager jusqu'au Japon et que les Japonais offraient une nouvelle présentation, on a eu la chance de travailler sur ce chantier intéressant. Très bien. Et voilà, donc, alors on est très contents cette année parce que on a présenté dans le cadre d'un master qui est dirigé par Mireille Klein, Conservation-Restauration. Et Gilles Bastian. Alors Gilles, j'ai perdu de vue Gilles, voilà, il ne doit pas être loin où il est sorti, bon, il va revenir. Un mémoire sur Sylvia Brunetti, restauratrice d'art graphique active depuis 1977. Et donc une étudiante qui est ici dans la salle, Pauline Contin-Souza, a choisi ce mémoire, a déjà commencé à travailler, à rencontrer Sylvia. Et voilà, hier, mais bon, mais quand même, ça a été intense. Donc
on est vraiment très très content, Pauline, que vous ayez pu sélectionner ce sujet. Voilà. Et alors, pour terminer, en clin d'œil, puisque c'est la fin de notre petite conférence, donc c'est un photomontage. Sylvia est à Beaubourg, elle travaille pour l'exposition Nicolas de Staël, elle nettoie un cadre et c'est sur le fond vous voyez, de sa fiche de constat d'état. Donc, elle nous a confié, maintenant elle nous dit au revoir, elle nous a confié ses archives et il faut que tout cela prospère. Et je pense que nous en avons terminé. Mais... Oui. À vous toutes. Alors, j'imagine qu'il y a des questions que je vais poser directement à... J'ai une question qui vient du chat. Oui, très bien. On peut commencer par le chat ou on peut commencer par la salle. Est Meney, je ne sais pas, Meney, oui. Son prénom, demande si, étant donné que la présentation doit arriver à sa fin, est-ce qu'elle sera mise en ligne et pourra-t-on être prévenue? Oui. Oui, ce serait Donc, question dans la salle, à l'une d'entre elles ou à toutes. Je vous laisse. Oui, mademoiselle. Bonjour, Mathilde Guérin, je suis archiviste de l'Archive nationale. Et il se trouve que ma mère est aussi restauratrice, beaucoup de sculptures. Et elle approche à son terme de sa carrière. Et on se pose toutes les deux pas mal de questions justement sur l'avenir de ces documents. Et je voulais en savoir un peu plus sur votre politique de collecte. Est-ce qu'elle est exhaustive, vous refusez ou acceptez vous avez des conditions d'acceptation? Alors, qui faut répondre? Marianne. Donc en fait, on est en train de rédiger le guide pour expliquer un peu la lettre. C'est un don définitif. Hein. Il n'y a pas de regret possible. Donc c'est des fois difficile de donner. C'est bien, je pense que. Sylvia derrière. Elle le sait. Témoigner que c'est pas. Je pourrais dire 2 mots là-dessus. Et donc ensuite, alors pour l'instant, vous avez vu, on est au début, c'est depuis 2020. Mais on est très on va être très proactif. Donc il faut nous contacter et puis ensuite on se rencontrera et puis ça doit se faire, ça se fera. J'avais une autre question aussi par rapport justement, vous dites qu'il y a des archives conservées au département des archives privées, aux archives nationales. Oui, je ne suis pas de ce département, donc je l'ignorais, mais est-ce que vous travaillez? Il y a une discussion qui a été engagée avec les AMNT, donc les archives nationales du monde du travail. Je vais vous répondre sur ce point. Donc aux archives, au département des archives privées des archives nationales, c'est le fonds de Virginie Reuillet qui a été donné. Et Caroline. Donc elle est restauratrice en archéologie. Il n'y a pas de discussion qui a été engagée pour l'instant avec les ANLT sur les archives de restaurateurs. À ma connaissance, il n'y a pas de fonds d'archives de restaurateurs, d'œuvres d'art conservées aux ANLT. Caroline Reuillet, conservatrice, restauratrice d'objets archéologiques à la retraite. Vous êtes là. Merci. De quelle personne parlez-vous qui a déposé ces archives aux archives nationales? Vous venez de parler de quelqu'un qui était conservateur-restaurateur en archéologie, qui a déposé ses archives. Il me semble que vous avez déposé vos archives aux archives nationales. Ouais, mais je ne m'appelle pas Virginie. Non, mais j'ai dit Caroline. Je m'appelle Caroline Reuillet. Reuillet. Et ensuite, ce ne sont pas mes archives que j'ai déposées. C'est les archives du laboratoire que j'ai dirigé pendant 30 ans. D'accord. Ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord. Voilà. Oui. Et ce sont les archives. Donc les archives du laboratoire sont effectivement déposées aux archives nationales. Je pense que c'est le seul fonds pour l'instant de conservation-restauration qui est déposé là-bas. Et c'est dans les archives personnelles. Voilà, ce sont des archives privées. Alors, excusez-moi pour cette imprécision entre laboratoire et vos archives. Mais c'est pas... Et vos sont C'est-à-dire que ça change beaucoup de choses quand même. Oui, mais c'est bien que vous apportiez aussi cette précision. Deuxième point, vous parlez des archives du monde du travail à Roubaix. Quand j'ai voulu effectivement faire toutes les démarches pour déposer mes archives dans un fonds public, j'ai contacté le fonds des archives du monde du travail de Roubaix parce que ça paraissait assez cohérent comme démarche, d'autant plus que le laboratoire était sous un statut associatif.
Il faut savoir que, comme son nom l'indique, Roubaix collecte les archives du monde du travail, mais c'est un monde du travail sous l'angle des organisations professionnelles, c'est-à-dire syndicats, histoire des entreprises, associations professionnelles, etc., plus que sous l'angle des métiers eux-mêmes. Donc dans une première commission, notre dossier était accepté, dans une deuxième commission, il a été refusé. C'est-à-dire qu'en plus, les gens changent et les critères peuvent être parfois un peu fluctuants. Voilà. Si je peux ajouter, il y a eu au mois de mars une intervention que tu as faite dans le cadre du colloque de la RAFU où justement on se soucie de comment donner les archives et tu as expliqué quelles étaient les différentes possibilités, qui étaient très intéressant. Donc si vous vous souciez pour votre mère, vous pouvez aller voir ce qui a été écrit, quand ça va sortir peut-être. Alexis. Quand on donne des archives, on donne son droit patrimonial. Qu'en est-il du droit moral qui normalement, si je le donne à quelqu'un, même gratuitement, ce don-là est nul et non avenu en photo. C'est-à-dire que les ayants droit jusqu'à 75 ans après la mort de l'auteur peuvent dire non, je m'oppose à cropper cette photo, pas la publier ici ou là. Ça, c'est le droit moral. Est-ce que quand on donne à une institution les archives dont on a la pleine possession des droits patrimoniaux et moraux, c'est-à-dire par exemple les miennes, si je suis moi et pas employé d'une institution, et que je suis restaurateur, je vous les donne, est-ce que vous gagnez le droit moral également, enfin, si sur mes descendants? Alors, la lettre d'intention de don définit aussi qu'il y a un respect du droit d'auteur de toute façon, que ce soit moral ou patrimonial, voilà, pour les archives qui sont données à l'institution publique. Parce qu'il y a deux niveaux de protection, si je puis dire. Il y a la législation archivistique avec les délais de communicabilité qu'Andrea Piron a présenté. Et puis il y a aussi toujours le respect du droit d'auteur. Parce qu'il y a un certain nombre de documents qui sont dans les fonds d'archives qui relèvent du droit d'auteur, en fait. Le fait que ce soit des documents écrits ou des documents iconographiques, photographie par exemple. Oui. Une ultime question, parce que vous avez parlé des délais de communicabilité. Oui. C'est des fonds d'archives qui sont voués à être communiqués. Est-ce que vous, avant l'échéance de ces délais, il y a un dispositif mis en place pour faire des demandes d'accès par dérogation? Oui, alors je ne l'ai pas évoqué, mais bien entendu. Ça fait, après, c'est instruit déjà par le directeur du CDRMS, mais il est possible de faire des demandes de dérogation, comme pour les archives publiques, et d'obtenir un accord, voilà, ou des accords, mais voilà, y avoir accès à vous. C'est défini dans la lettre d'intention de don également. Avez-vous une question? N'hésitez pas. Oui, moi je voulais demander quelle est la proportion d'archives qui peuvent être consultées immédiatement dans le cas de Sylvia de son république. Moi je dirais 95%. 95%. 90-95%. D'accord. Pour être prudent. D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que tu as surtout traité les archives papier, qu'il reste à traiter les diapositives. Ça, c'est un autre sujet. Et ce que je peux dire, c'est qu'une fois que c'est donné, on ne peut plus dire « Ah, mais par exemple, j'aimerais mieux ne pas donner cette diapositive pour un motif ou pour un autre. » Alors, ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, mais je vais vous expliquer comment fonctionne un restaurateur privé. Il a toute une série de restaurations à faire. On avait des pellicules de diapositives qui va de 1 à 36. Donc, chaque année, je classifiais 97.1, c'était la première pellicule, ça va à 1 à 37. Et comme on n'était pas sûr de devoir... de pouvoir attendre le tirage de ces diapositives et qu'il fallait terminer la restauration, on faisait 5 ou 6 photos du même détail que l'on voulait illustrer dans le rapport. Et malheureusement, je ne jetais rien. Donc c'est un problème que j'ai voulu avertir. N'hésitez pas à jeter ou à éliminer, je peux même aider, parce qu'il ne me semble pas pertinent de classifier l'ensemble de mes 16 000 photos. Voilà. Il y aura des éliminations qui seront faites de toute façon sur les diapositives. En effet, s'il y a des doublons,
des photos qui sont pas, des diapositives qui ne sont pas exploitables sur le plan de la documentation. Les éliminations, quand on fait des éliminations d'archives, de toute façon, on soumet la liste d'élimination aux donateurs avant de les éliminer. Hein. C'est aussi établi dans la lettre d'intention de don qui est signée par le donateur. J'aurais une question, si je peux me permettre. Oui, vous disiez qu'il était parfois délicat de faire un don, en fait, puisqu'en effet, c'était sans retour. Est-ce que vous pourriez, alors sans rentrer dans des considérations trop personnelles, expliquer en fait dans quelle mesure ça peut être un peu délicat de prendre cette décision? Moi, je le voyais vraiment sur un aspect exclusivement positif, mais apparemment, c'est pas si ça. Ah non, c'est tout à fait positif, ouais. Parce que je suis très contente que ce fonds existe et qu'il n'a rien de familial, et donc je ne voulais pas garder des choses qui... Et donc c'est de toute façon consultable, donc c'est des archives qui ont été sauvées en quelque sorte, parce que le volume était relativement important. Oui. Alors moi, c'est plus une réaction qu'une question que je voudrais partager avec vous. Je suis Coralie Barre, je suis restauratrice aussi, et j'ai eu la chance d'avoir assisté Sylvia très brièvement, beaucoup plus que de personnes qui ont eu la chance de jalonner son parcours plus longuement. Mais je voulais dire que j'ai eu la chance donc de bénéficier de la grande générosité de Sylvia, qui je crois est tout à fait perceptible dans cette présentation, ta générosité et ta curiosité, ton envie de comprendre vraiment la façon dont le patrimoine est structuré, valorisé, etc. Et tu as toujours eu à cœur de transmettre vraiment avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme toutes ces recherches et tous ces voyages auxquels tu as pu participer et ces amitiés que tu as nouées. Donc je voudrais te dire un grand merci pour tout ça. Je trouve aussi que le plan de classement, finalement, la traduction un petit peu structurelle de ta participation, de ta carrière, il est tout à fait éloquent parce qu'on voit à quel point il est vaste et dense et ça fait presque peur. Enfin, moi je me dis oui, c'est vrai qu'en fait restaurateur c'est un métier qui est absolument fascinant parce qu'il est extrêmement complet mais il est également extrêmement difficile. Et on voit bien qu'à la fois de s'intéresser au patrimoine, à son histoire, aux matériaux qui en sont constitutifs et en même temps de participer à sa valorisation, sa prévention par les associations, etc. Ça demande une implication très, très importante et tu l'as fait avec une énergie et une générosité de chaque instant, voilà, qui est traduite dans ce plan de classement qu'on aimerait de notre temps, de notre activité pouvoir bénéficier aussi et pas attendre que ce soit la fin. Moi j'aimerais avoir les conseils de madame pour aider déjà à penser comment on place les choses. C'est absolument merveilleux votre travail et je trouve que c'est magnifique aussi que le patrimoine puisse bénéficier de cette source de connaissances, Sylvia, que tu as acquises et que ça puisse être transmis, comme on nous le dit, tout au long de notre carrière et dans notre formation initiale en restauration. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle image de ce qu'est le restaurateur et surtout de toi, Sylvia, de ce que tu as pu apporter à ce métier. Je te remercie beaucoup. Voilà. Merci Coralie. C'est vrai que j'ai eu la chance de commencer très tôt la première promotion et donc quand je suis sortie, je me rendais bien compte que je n'avais pas la pratique et c'est pour ça que je suis partie en Italie pendant 3 années. Quand je suis revenue, j'ai voulu m'inscrire à la formation professionnelle de l'IFROA et M. Guilly me disait mais enfin arrêtez d'étudier parce qu'ils avaient besoin de moi et j'avais les portes ouvertes partout. J'arrivais dans les musées, un petit café, tout le monde me remerciait. Et maintenant, le métier, je dois dire, a quand même beaucoup évolué. Et il faut faire attention pour les générations futures qui sont maintenant bien formées, dans des bonnes écoles, qui puissent avoir les moyens de continuer à travailler avec un lien direct avec les conservateurs ou avec les institutions, parce que c'est en étant avec ce lien direct qu'on peut comprendre le type d'intervention que mérite cette œuvre. C'est un point qui me paraît important et je voulais le dire en conclusion. Voilà. Donc, est-ce le mot de la fin ou est-ce que vous avez une question pour Sylvia ou Andrea ou Marianne? Non? Si, moi j'aimerais beaucoup, encore une fois, remercier Sylvia pour ces archives qui ont été extrêmement formatrices pour moi. Également Véronique et Marianne pour
pour leur aide et leur implication tout au long de mon stage, et puis le C2RMF en entier pour leur accueil pendant ces 5 mois. Voilà. Bien, je dis la même chose, en effet, merci beaucoup, parce que c'était vraiment comme une manne qu'on m'ait accueilli les bras ouverts. Je pense que c'est une période où on commence à prendre conscience de ce besoin qui est nouveau, et donc je vais inciter mes collègues à donner leurs archives en général, parce que si vous voulez, moi j'ai surtout travaillé pour les musées classés et contrôlés ou bien nationaux, et donc c'est tout naturellement que je donne ma préférence à cette institution, et c'est très bien que vous vous intéressiez maintenant. Peut-être que d'autres restaurateurs qui sont dans d'autres domaines vont s'orienter comme on l'a dit par ailleurs. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Andrea a fait une petite note pour expliquer quelles sont les choses à faire pour bien ranger, et qu'il faudrait les conseiller, y compris dans les formations initiales. Et je pense que cette partie sera très intéressante pour que les élèves qui sont dans les écoles de restauration puissent avoir dès le départ une notion de comment conserver leurs archives, chose que j'aurais bien aimé avoir moi-même. Oui. Et le guide justement sur lequel vous travaillez, c'est quelque chose qui va voir le jour en 2025. Début 2025. Super. Et à la relecture et ça va. Bon, merci à tous. Merci à vous. Il a été enregistré, donc vous pourrez le visionner en vous rendant en trouvant un lien sur le site du C2RMF, sur la page des séminaires, des vidéos-séminaires. Et pour ceux qui ont le temps, il y a un petit verre dans la salle d'en face. Je remercie beaucoup d'avoir eu cette possibilité de nous réunir pour continuer les discussions, les liens et les échanges.